2, 3. Oui, 1, 2, 3. Bien. Diego, nous voilà ensemble pour une partie de plaisir. Oui, ça dépend, hein. Si, c'est toujours intéressant de raconter ce qu'on a vécu et ce qu'on pense aujourd'hui de la situation. Donc on était arrivé à la situation à peu près on était dans la période de 2000. Donc c'est le début de tout ce qui est harcèlement. Alors ça commence par le harcèlement sexuel. Beaucoup plus tard, en 2002, il y a une loi qui vient d'ailleurs d'une directive européenne, je crois. En 2012, c'est sur le harcèlement moral. Mais on voit quand même, à cette époque-là, le début de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Enfin, moi, je l'ai senti assez rapidement, qu'on appelle maintenant les risques organisationnels, c'est-à-dire liés à l'organisation. L'apothéose, ça serait un petit peu plus tard avec France Télécom. Alors, je ne sais pas si toi, tu as participé à des choses là-dessus. Un bras par un collègue. Voilà, donc on est en 2000. Aubry est au pouvoir, entre guillemets. Oui. Hein, quand je dis elle est au pouvoir, elle tenait bien son ministère. Une fameuse circulaire Ferme ta gueule qu'elle avait écrite, ou qu'elle avait fait écrire. C'est 99, ça, je crois. Ouais. La circulaire Ferme ta gueule disait qu'on ne pouvait pas aller s'adresser à la presse. Oui, il fallait une autorisation. Une autorisation, etc., etc. Et qu'il devait y avoir un mur d'étanchéité entre l'inspection et la presse. Alors Sud Travail à l'époque a fait un recours et on a gagné sur 3 ou 4 bouts de phrases, je ne sais plus lesquels d'ailleurs. Ce qui fait que la circulaire Ferme ta gueule, en fait, elle a été un peu enterrée et en même temps, quand même, ça favorisait l'autocensure des collègues, quoi. Voilà. Donc, on est en 2000, c'est à Créteil. Eh bien, on raconte un peu la période, tant en termes de contrôle qu'en termes d'ambiance de travail dans les services, et que des pressions qu'il peut y avoir, hiérarchiques, que toi ou d'autres collègues autour de toi ont pu subir à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pression d'ailleurs à l'époque? C'est pas forcément très sûr. Mais si tu étais avec Odile Lothar, elle faisait certainement par avant. Oui, j'étais plus là avec Odile Lothar, j'étais avant avec elle. C'était les années 90. D'accord. Donc dans ces années 90, alors sur le 94, c'était quand même un département important. Enfin, oui, c'est un département. Il y avait des grosses boîtes quand même. De forte population salariée. Hein. Puisque tu avais 180 boîtes. Oui, moi j'avais 180 entreprises de plus de 50. Et j'avais 2000 établissements au total. Ce qui était relativement peu. Il y avait des sections où il y avait 3000 établissements, parce que c'était des sections d'endroits de villes, d'habitation, où tu avais beaucoup de petits commerces par exemple. Alors que moi c'était essentiellement vraiment du travail industriel ou commercial, au sens industriel du terme. Des entrepôts, ou le Rungis, qui était du commerce de gros. Et donc j'avais plutôt des gros établissements et plutôt moins d'établissements que la moyenne. Mais ça représentait quand même beaucoup. Et sur mon secteur, une des caractéristiques qui aggravait un peu la situation, c'est que un tiers, le marché de Rungis, grosso modo, un tiers du secteur travaillait en horaire de nuit. Donc il y avait des choses, si on voulait les voir, il fallait y aller la nuit. Alors, je me souviens qu'on m'a fait la remarque, il me dit, mais vous y allez tout seul, monsieur Tadeo? Je dis, oui, je peux y aller avec mes 50 contrôleurs que j'ai pas. Donc certaines fois, c'est vrai que tu te disais même que, du point de vue même sécurité, c'était pas toujours évident. Pour autant, j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Mais ça rendait les conditions d'exercice un peu plus compliquées. Parce que c'est vrai qu'en pleine nuit, tu te trouves devant des types qui s'en vont, je sais pas quoi, c'est un peu différent comme, du contexte même de la journée. Ça, c'était un peu le classique de cette zone qui était un peu dur, hein, du point de vue de ses relations sociales, du contexte en tant que tel. Après, pour la partie plus extérieure, hors les particularités du marché de Rungis et des alentours, tu avais effectivement l'arrivée, début 2000,
de ces histoires de harcèlement, entre guillemets, dans le sillage du bouquin d'Irigoyen. Alors, c'était quelque chose qui était très médiatisé, qui pourtant ne faisait qu'une petite partie de la LMS, si je me souviens bien, de la loi de modélisation sociale de 2002, qui comportait votre dispositif. Mais ça avait été très médiatisé, et donc ça a eu, pour moi, un double effet. C'est-à-dire que quelque part, ça a rendu, ça a mis un nom sur des choses un peu diffuses, un peu éparses, qu'on avait du mal même à imaginer, dans certains cas, que ça puisse exister. Mais d'autre part, ça a mis un nom trop facilement, médiatiquement sur les choses, et ça a pu piéger des gens. Je pense que beaucoup de personnes, individuellement, si je puis dire, se sont un peu piégées parce qu'en ayant un mot facile, ça les a un peu empêchés, dissuadés, d'aller vraiment réfléchir au contenu de ce qu'avait le mot. Donc il y avait beaucoup de gens qui atterrissaient chez nous, des individus. Là, on est sur l'individu pour l'instant. Oui, je suis harcelé, mais quand tu leur disais, mais qu'est-ce qui objectivement fait penser ça? Parce que, et donc tu es obligé de leur expliquer qu'il fallait peut-être mettre un peu la charge à l'envers. Commencer par dire, il y a tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Et puis après, à la fin, on disait, ah oui, ça s'appelle du harcèlement, ça ne l'est pas. Parce que c'est des agissements. Mais ça a un peu piégé les gens, je trouve. Hein, que ce soit... Parce que beaucoup de gens arrivaient avec l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ça pouvait être quelque chose qui était du ressort du contrat de travail, par exemple, hein, mal exécuté, ou quelque chose dont elle n'est pas au début. Et comme ils arrivaient avec le mot harcèlement, parce que c'était facile, ils se piégeaient un peu pour leur réflexion, pour la manière de préparer leur dossier ou leur combat par rapport à ça. Quand on sortait de là, tu avais effectivement ces montées de phénomènes, qui étaient un peu, moi j'appelais un petit peu ça après la maladie tertiaire. Hein, c'est le tertiaire qui s'industrialise, si je puis dire, hein, avec des instruments aussi de contrôle des gens. Et c'est un petit peu ça qui amène aussi à des comportements, et même des stratégies d'entreprise. On pense à des France Télécom et à d'autres. Hein, des stratégies vraiment d'entreprise, hein, pour pousser les gens hein, dans l'endroit où ils voulaient hein, que les gens se trouvent. Ensuite, donc il y a ça, il y avait des choses importantes, il y avait des choses organisationnelles, il y avait peut-être une difficulté pour les gens individuellement à se placer par rapport à ça, parce que c'était trop médiatisé, trop entendu comme mot, et que le mot était facile. Alors qu'au contraire, le deuxième point, c'est que c'était quand même très compliqué. C'était compliqué parce que sur le stade d'un individu, on était un peu dans le contrat de travail, où l'inspecteur du travail, l'administration du travail est très mal à l'aise, parce que l'essentiel des décisions, de l'aspect décisoire pour le contrat de travail, pour les litiges du contrat de travail, pour les difficultés, c'est le juge. Donc là, j'ai vu des collègues parfois y aller et puis se regretter après parce qu'effectivement, tu es rentré dans un domaine où ils n'avaient pas la décision. Donc si on leur disait, monsieur, allez, au revoir, il ne se passait rien. Et après, par contre, on pouvait avoir une action, comme toujours, sur l'ordre public. Et l'ordre public, c'était très compliqué. Si on a atterri sur le pénal, outre les difficultés de la plainte, voilà, il fallait aussi arriver à établir, à constater les faits. Dans un procès verbal qui aurait fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or, c'est des matières où c'était très très difficile de faire des constats suffisants pour établir qu'il y avait bien du harcèlement moral ou un harcèlement sexuel. Alors, on a travaillé un peu comme on pouvait. Il m'est arrivé de... J'ai fait un dossier juste à la veille quasiment, ça devait être en 2001. Avant qu'on ait la définition légale de quelque chose comme ça. Et ça m'a servi presque, je ne savais pas que ça allait me tomber dessus l'année suivante, mais là j'avais pas. J'ai essayé d'imaginer tout ce que je pouvais pour donner au procureur un dossier, parce que ça a profité après à la personne de savoir qu'il y a un dossier chez le procureur, de le prendre et d'aller sur le terrain civil. Hein. Mais c'était une affaire où tu pouvais, c'était très rare, avoir des choses un peu de constat possible. Tu vois. Et j'en ai profité parce que c'était assez rare. C'est très rare qu'on ait quelque chose, tu peux dire, je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux constater ça, et puis je peux aboutir à montrer qu'il y a quelque chose d'anormal. Et là, par exemple, c'était une dame dans un salon de coiffure qui faisait partie d'un groupe. Et c'était un très gros touriste dans un centre commercial important de banlieue. Et cette dame, elle faisait le ménage. Et donc, notre entreprise a pris le contrôle de l'établissement en question. Et il ne voulait plus d'elle. Donc ils lui ont dit, il faut que vous partiez. Elle dit, mais moi je ne peux pas partir comme ça. Donc après, ils ont changé son horaire, ils ont mis un horaire, ils ont écrit en disant, je dis une bêtise, mais grosso modo c'était ça, de 9h à 11h du matin, puis après de 18h à 21h,
Tu vois, alors c'était une maman de deux gamins, ils savaient très bien. Quand ils n'ont pas fait ça, ils ont envoyé le chef la suivre pendant toute une journée derrière elle pour chaque fois qu'elle voulait nettoyer une glace, ça arrivait derrière ses parents. Elle a fini par tomber dans les pommes pour appeler les pompiers. Je ne te fais pas le titre. Et donc moi je me suis dit, les pompiers qui interviennent, ça laisse des traces de main courante. Les courriers disant, bon, ici vos horaires, je peux mettre la main dessus. Donc j'avais un tas d'éléments comme ça, et j'ai lancé l'enquête à cause de ça. Et puis j'ai fini avec tout ce que j'avais en plus par entendre 9 personnes, je crois, qui étaient les témoins de ça, dont 8 anonymes. C'est une difficulté de la matière. Alors, il y en avait une qui n'était pas anonyme parce qu'elle était déléguée du personnel, et qui était arrivée en disant, moi, monsieur, je peux me défendre, donc allez-y. Et donc, ça a permis de crédibiliser avec ça les 8 autres pour lesquels je ne pouvais pas dire, c'est machin qui m'a dit ça. Donc, c'était plein de difficultés dans ce domaine-là. Et en même temps plein d'enjeux dans certaines entreprises où il y avait vraiment rien. Mais au niveau de l'entreprise, au niveau individuel, c'était piégeant, je pense, pour les gens souvent. Parce qu'ils sont un peu trompés, ils sont trop facilement allés, et parfois même, tu as des jurisprudences, les gens se sont fait licencier parce qu'ils avaient prétendument, ou en tout cas reconnus comme tel par le juge, ils avaient de mauvaise foi dénoncé un harcèlement, licenciement légal. Donc c'était un peu... Et sur le travail qu'on pouvait faire là-dessus, au sens important de l'entreprise, de la République, il y avait un tas de difficultés. Ce qui fait que peu de dossiers ont pu aboutir, alors qu'il y en avait certainement beaucoup plus. Et c'est un domaine, par contre, après, sur lesquels les CHSCT, dans leur montée au cadre des années 2000, étaient très très performants. Tu dois avoir quelques arrêts de CHSCT s'attaquant à l'organisation du travail, ce qu'elle produisait sur les gens. Dans les banques en particulier, je me souviens. Donc il y avait là une matière à travail important sur des entités importantes, du tertiaire important, voilà, parce que c'est une maladie, j'appelais ça, du tertiaire, ça portait un peu avec le tertiaire, ça. Et plein de difficultés, plein de difficultés. Parce qu'en plus après, le cas individuel qu'il fallait traiter, il fallait éduquer les personnes à préparer leur attitude. Et c'était compliqué la plupart du temps parce qu'il fallait que les gens aient un minimum de culture. Moi, les rares que j'ai vus bien préparer ça, ils ont été très patients, on leur expliquait, il faut être patient, parce qu'il faut tenir, ramasser en douce tous les petits trucs, noter les gens, le nom de vos collègues qui quittent l'entreprise, qui pourront parler plus tard, plus facilement que... Et arriver à ce moment-là à avoir un dossier assez costaud pour très vite déclencher par exemple un droit d'alerte ADP et emmener tout de suite une enquête, voir le juge derrière. Non, c'était un lutin, je te gardais le souvenir de quelque chose de compliqué à traiter, et en même temps avec des enjeux très importants. Et après, en 2012, quand la loi passe, ça facilite les choses quand même. Oui, mais les problèmes de démonstration, tu sais, les problèmes de plainte, il ne faut pas qu'on sache que les gens... On a imaginé des tas de choses, de dire aux gens, écoutez, vous plaignez au procureur, et puis le procureur, je lui aurais dit qu'il y a une plainte, et je suis au courant, que bon, après, tu montais tout ce que tu pouvais pour essayer de contourner, parce que c'était plein d'obstacles, pour être efficient. Pour être efficient sur le terrain, on aurait dû nous être efficient, arriver à ramasser les choses, à les constater, et au dire au juge, c'est normal. Tu n'as qu'à prendre sur un dossier ce qu'il a fallu pour que le dossier France Télécom aboutisse déjà au bout de X années, comme travail en interne chez nous, et me dit que et on est en interne dans l'entreprise. Et ce n'était pas seulement la dimension de France Télécom, c'était aussi la matière, je pense. Oui, bien sûr. Tu as parlé des CHS et de la montée en charge des CHS. Oui. Ça, donc, ça c'est le 21e siècle. Enfin, tu voyais passer des droits d'alerte, des signalements, des saisines, des tribunaux directement, parce que le CHSCT avait la personnalité civile. Et moi, je mets beaucoup sur ce compte-là le fait que le CHSCT ait disparu, qu'il n'est plus, ce ne soit plus une personne morale en capacité de se taire en justice. Je pense que quand on a fait disparaître ça donc en 2017, on tire aussi la conséquence d'une institution qui devenait agressive au bon sens du terme, et qui donnait les moyens de... Oui. Le CSA peut quand même rester en justice. Oui, mais c'est pas le CHSCT. Oui, je sais bien, oui. C'est pas le CHSCT. C'est pas l'institution en tant que telle spécialisée là-dessus. Et puis, à l'intérieur de notre CSE en tant que tel, et puis il y aura d'autres organisations, d'autres difficultés pour une décision telle que pour déclencher la commission. D'accord. Donc tu es intervenu souvent au CHS, tu y allais. Oui, mais je les choisissais. Je n'allais pas faire des chasses parce qu'ils apparaissaient, machin. Je les choisissais souvent
parce qu'ils débutaient, par exemple. Donc ils n'étaient pas bons, c'était pas très bon, c'était la grosse PME, un peu compliqué. Et là, je me notais quasiment les dates quasiment à l'avance, parce que je les connaissais, je me mettais des alertes pour pouvoir venir régulièrement, tu vois, pour pouvoir les progresser, et puis après je les lâchais. Il y en avait d'autres, c'était parce que tu avais tel événement, tel machin, et puis c'était l'occasion de venir, tu vois. Je faisais souvent un peu le maladroit pour venir en CHSCT. J'arrivais souvent par hasard, 2-3 heures avant. Je repartais juste pour voir un peu dans quel état étaient les choses avant qu'on passe officiellement. Bon, mais c'était pas des hasards. Hein. Autrement, je ne faisais pas. Hein. Et une des premières choses que j'ai faites, mais parce qu'on était à l'époque en plein dans la montée justement de ça, c'est après les Gorous, etc. En arrivant à Chalon-sur-Marne, c'est ça, ma secrétaire me dit, on va faire un petit tableau, toutes les entreprises de plus de 50, c'est HSCT, et puis une petite croix par trimestre, qui c'est qui fait des trucs de rien. Et puis quand je vais voir, d'un coup d'œil, je vais savoir où ce que je vais aller. Donc il y avait ceux qui n'avaient pas CHSCT, mais il y avait ceux aussi. Et là, il y avait un jeu important. Après, il y avait des CHSCT où c'était pas la peine d'aller voir, parce que tout le monde ils étaient avec des moyens. C'est souvent parce qu'il y avait les syndicats derrière, hein, qui tenaient la route, qui avaient la logistique. Donc des gens qui avaient les moyens de se renseigner, qui avaient les moyens d'agir, hein, parce qu'il y avait les budgets. Et donc ceux-là, tu pouvais le laisser. Hein. Des CHSCT, des MPP, des trucs comme ça. C'est pas besoin. Oui, mais tu en avais beaucoup, des comme ça? Des relantes. Non. La grosse masse de CHSCT, parce que moi j'avais beaucoup de grosses PME, donc d'entreprises entre guillemets familiales, on va dire, à l'origine. Hein, non, c'était des choses, bon, on le mettait en place parce que on était un peu obligé qu'on vous tire un peu la dessus, et c'était un peu dangereux, parce que des fois, si tu poussais un peu trop, l'employeur avait peur, et puis il faisait n'importe quoi, il mettait 3 mecs, et puis c'était réglé. Ce qui n'était pas non plus très intéressant du point de vue de ce qu'on cherchait en tant que tel. Quand je faisais ça, j'arrivais, et puis j'essayais de convaincre, je poussais un peu, pas trop, pour qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Là. Et quand ça démarrait, je venais à ce moment-là pas mal. Et là, c'était de l'apprentissage. J'ai plus fait de l'apprentissage que d'avoir des CHSCT où je les avais au coin de l'œil, simplement parce qu'ils allaient faire ça, je savais qu'ils allaient le faire. Parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Non. Mais une des choses, quand je réfléchis, une des choses qui étaient les plus frappantes pour moi de la partie 20e siècle, sur laquelle j'ai travaillé, 21e siècle, pardon, c'était ça, c'était la montée des CHSCT où on avait, de manière récurrente, des jurisprudences de la Cour de cassation, le CHSCT était allé sur les coalitions, par exemple. Et ça, c'est un peu dommage parce que en 2017, il y a peut-être un deuxième calcul par rapport à ça. Ah ben, ils ont cassé ça parce que les grosses boîtes se plaignaient. C'était trop. Donc on est revenu vraiment en arrière, et ça a été vraiment un recul. Un recul par rapport à ce qui avait été avancé en 82 de créer une entité express et qui peut aller en justice et qui peut qui a les moyens de. Etc. Bon, pour revenir sur cette loi de 92, il me semble, sur le harcèlement sexuel, tu as eu beaucoup d'enquêtes là-dessus? 2012. En sexuel? Ah oui, 2012, oui. 2002, il me semble. 2002. Beaucoup, non. Pas beaucoup. Quand j'ai repéré des choses comme ça, parce qu'on est venu se plaindre chez nous, ce qui était assez rare, parce que généralement c'était plutôt des plaintes de justice. J'ai plutôt travaillé avec la police. Par exemple, si tu veux, il m'est arrivé d'aller ramasser un registre personnel, de ramasser des adresses des gens qui avaient quitté l'entreprise pour que les gens puissent aller les additionner. Tu vois bon, des choses comme ça. Donc c'est plus, pas beaucoup, et c'est plus de l'aide, si tu veux, ou du soutien, ou du conseil par rapport à l'enquête de police ou de gendarmerie. Mais nous, faire tout seul l'enquête, machin, tu vois, et aboutir, bon, je mets. Probablement parce que j'ai analysé aussi que je pourrais probablement aboutir à ce genre de choses. Tout ne se passe pas dans l'entreprise, c'est facilement ça. Tu vois. Ou alors il faut aller sortir les gens, aller les entendre ailleurs, c'est compliqué. D'accord. Et même en fin de carrière, tu n'as pas eu beaucoup de cas qui te sont arrivés et. Non. Tu n'en as pas. Non. Non. Non, j'ai eu beaucoup, non. Pourtant, on est a priori les premiers. Pas concernés, mais les premiers qui peuvent faire quelque chose, quoi.
Oui, Sauf. Ça, le commissariat social, c'est l'inspecteur du travail, hein, le commissariat du coin. Hein, mais là-dessus, non, c'est pas. C'est un domaine où on allait plus facilement, pour moi, tu vois, enfin, autant que l'inspecteur du travail, hein, ou plus ou moins, je sais pas compter, et puis le nombre de cas est limité, mais on allait, dans ce que j'ai vu, la police était saisie, le gendarme était saisi, et t'appelais en douce en disant, petit Delvaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça voilà. Et tu voyais un petit peu comment collaborer, parce que pour les gendarmes, c'est compliqué, par exemple, d'avoir et toi, tu peux plus facilement. Compliqué d'avoir, si tu veux, le nom des gens, etc., en dévoilant qui étaient en Et pour toi, c'était beaucoup plus facile, tu vois, d'aller chercher des trucs en douce, l'air de rien. Bien, bien. Travail de nuit. Parce que Rungis, c'est du travail de nuit, donc eux, ils sont dans le. Ils sont légalement. Ils ont légalement la possibilité de travailler la nuit. Mais le travail de nuit, normalement, est une exception. Oui. Et l'inspection du travail n'a jamais beaucoup travaillé contre le travail de nuit. Sauf le travail de soirée, sur les commerces. À Paris en particulier. À Paris. Mais ailleurs, travail de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à apprendre là-dessus? Parce que tous les entrepôts, même les fabricants de voitures n'ont pas le droit de travailler la nuit. Il faut qu'il y ait des conditions légales remplies. Mais les accords collectifs peuvent l'instaurer aussi. Donc il peut y avoir aussi des accords collectifs qui instaurent le travail de nuit. Oui, mais les accords de nuit peuvent être illégaux. Ah oui, tu peux avoir toujours des accords illégaux, mais le cadrage de la loi, c'était de 2001, si je me souviens bien. C'est-à-dire, la loi vous dit comment, machin, que c'est qu'un travailleur de nuit, etc. Et puis, on peut mettre le travail de nuit en place par accord collectif. Donc, tu as des accords collectifs, y compris... Oui, mais seulement dans les secteurs d'activité particuliers. Non, il fallait un accord. Et donc, toutes les branches sont venues faire des accords sur le travail de nuit pour pouvoir dire, j'ai un accord qui permet de... Après, quand tu sors, que tu n'as pas d'accord, que tu n'es pas dans la loi en tant que tel, tu ne peux travailler la nuit que si c'est indispensable à la vie économique et sociale, je ne sais plus quel terme chaque Donc là, la question qui posait, c'était les gens qui venaient te dire le magasin BHL ne veut pas fermer la nuit, ne veut pas fermer le jour pour les travaux que je dois faire là-bas, donc je vais travailler la nuit. C'était dans une obligation sociale, économique, c'est ça, c'était des problèmes qu'on se posait. Mais ça, c'était des problèmes qui ne se posaient pas pour moi. Pour moi, si tu veux, j'avais le problème de Rungis, où c'était la légalité en tant que telle. Et dans ce que j'avais travaillé par ailleurs, où pour moi c'était important, c'était pas n'importe quoi, c'était l'apprentissage de nuit, en boulangerie. Pour ça, je commençais quasiment, j'étais chez Lanceron depuis 1 an et demi, quand on a eu le décret qui autorisait de déroger au travail de nuit pour les apprentis boulangers de moins de 18 ans, pour autant pour qu'ils assistent à un cycle de fabrication du pain complet. J'ai fait tous les boulangers de mon secteur, toutes les nuits, par paquet. C'est comme j'avais un secteur très élargi du point de vue kilomètre, donc je prenais 5-6 boulangeries dans un petit rayon d'action à tel endroit, 5-6 autres machins, et entre 2h du matin et 6h, il n'y a plus d'infraction, une par une, avec mon collègue. Parce que ça c'était important, qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec des gamins, tu sais qu'il y avait moins de 18 ans. Et je m'ai trouvé, je t'assure, qu'à 2h du matin dans le fournier. Donc ça, c'est le travail de nuit au sens dur, où voilà, on ne veut pas. Quand j'ai commencé, je me souviens qu'il y avait aussi encore des thèses dans le comité de travail qui ont été des travail de nuit pour les femmes. On était condamnés, enfin, l'Europe nous condamnait à l'époque, on n'était pas au point, ça a été supprimé. Mais ces textes-là existaient encore. Donc le travail de nuit est devenu quelque chose de banalisé, de légalisé ou de conventionnellement blanchi, dans la plupart des cas. Et sur Rungis, j'avais, mais comme c'était une donnée structurelle de l'endroit, on arrivait à la cadrer un peu mieux. Ce qui se passait, c'est que lorsque sont arrivées l'innovation de 2001, la loi de 2001, où il fallait là aussi octroyer un certain nombre d'avantages aux gens, faire attention à un certain nombre de choses, ou que la médecine du travail prenne en charge. Là, tout le monde faisait un peu la sourde oreille, etc. Donc là, pareil, j'ai pris pavillon par pavillon. Tous ceux qui faisaient du travail de nuit au sens légal, parce qu'il fallait faire 3 heures au moins en heure de nuit. Et ce que tout le monde, et le nombre de procès-verbaux de condamnation pour défaut d'octroi du repos compensatoire pour travail de nuit
défaut de paiement des majorations pour travail de nuit, j'ai pas tout compté. Hein. Il y en a quelques-uns. Ouais. C'est un domaine important. Puis après, ce que ça valait sur les conditions des gens. Hein. Et par contre, c'était aussi relativement mal pris parce que qu'est-ce que tu avais, c'était des contraventions. Tu vois. Donc même sur un réitérant, tu n'avais pas la grosse artillerie pour dire on arrête, ou que sais-je. Ce qui venait après, un nombre d'attaques, ça a été sur la pénibilité. Comme le travail de nuit était un des critères de pénibilité, hein, on a pris ça un tout petit peu en marche. Oui, mais ça a été sur une période très courte. Oui. On doit être en 2010-2000. Sur la partie, et puis ça faisait un peu partie, on pouvait le mettre dans les accords sur la pénibilité, de réduction de la pénibilité. Et donc, l'avantage qu'on avait, c'est que par rapport aux produits chimiques lambda où il fallait t'exposer ta drogue, moi, le travail de nuit, je pouvais faire un constat très facile et dire aux gars, votre 50% de votre personnel travaille en heure de nuit, on devait être à. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Mais tout ça, tu es dans le cadre d'un travail de nuit, on va dire, structurel, effectivement. Pas exceptionnel, ça pose ces problèmes-là. Est-ce qu'on est autorisé ou pas à le faire? Bon, sans compter après les contrôles autres que ceux portant sur le travail de nuit, mais dans les conditions de nuit. C'est un peu plus compliqué, je t'expliquais pourquoi. Bon, par exemple, on avait des contrôles sur les chariots automoteurs qui étaient un des gros problèmes. Dans les personnes de manutention sur un liste, il y en a beaucoup. Ben, la nuit, ça faisait qu'il fallait que nos chariots aient tous un signalement lumineux pour qu'on les voit. C'était pas évident quand je suis arrivé là-bas. C'est partie des choses du travail de nuit en tant que tel. Il y avait une partie sur les conditions de travail des gens, ce que ça pouvait donner. Ça a été légalisé, mais maintenant c'est surtout cadré, que ça s'applique vraiment. C'est ça qui était la difficulté. La pause, une pause avec un repas par exemple, mais pour le reste, non, je n'avais pas de difficulté ailleurs. Je ne traitais pas les travailleurs au sens commun du terme. Oui. Vraiment, c'était au sens structurel la plupart du temps. Ou alors les apprentis, des cas un peu graves comme ça. J'ai trouvé des gamins aussi de moins de 18 ans en train de faire des inventaires à minuit, à 23h, des trucs comme ça. Oui, on trouve de tout dans le monde. Mais bon, c'était pas. C'est un facteur aggravant, hein. C'est manifestement pour la condition de travail des gens. Mais je le sentais sur moi. Quand j'avais fait ma nuit, je faisais ma journée après. Mais bon, c'était pas illégal dans le contexte où j'étais. Ce que j'ai freiné, c'est. Il reste des choses qui ne sont pas possibles quand même, c'est des gamins de moins de 16 ans, si je me souviens bien, entre minuit et 4h du matin. Alors j'avais parfois des parents qui me demandaient avec l'employeur, qui me disaient, mais le gamin, je ne sais pas quoi en faire, ce serait bien qu'il apprenne un métier, enfin des métiers comme je viens moi à Rungis à travailler à minuit, je peux l'emmener avec moi, mais là, c'est pas possible, entre 0h et 4h, c'est les rares cas difficiles que j'ai eu pour ça, parce qu'on ne pouvait pas autoriser les gamins à venir, alors que pourtant, ça avait un côté sympa, tu vois. Bien. Donc revenons un petit peu à la vie administrative interne, si j'ose dire. Je voulais parler des services de renseignement. Hein, il y en avait qui existaient, qui étaient sur le lieu de là où était l'inspection du travail, et non pas au téléphone au niveau régional. Alors certes, il y avait on répondait au téléphone. Oui. Il n'y avait pas de rendez-vous, a priori. Chez moi, si, j'avais fait ça. Si, j'avais fait des rendez-vous aussi. Ouais. Mais c'est à l'origine, pas après. À l'origine, j'étais dans un site détaché sur le Val-de-Marne. Il y avait 2 sections, au sens de l'époque. 2 sections. Un inspecteur pour chaque section, 2 contrôleurs et 2 personnes de secrétariat. Et j'avais une antenne de renseignement, qui était une personne, et qui me servait d'antenne de renseignement en général. Donc je m'en servais un tout petit peu pour les 2 sections, avec un calendrier un peu compliqué, mais qui essayait de faire un équilibre entre les conditions de travail de la personne, parce qu'elle ne pouvait pas non plus être au formulaire, et répondre, et en même temps les soucis des sections. Et donc si tu veux, ça permettait que, par exemple, il faisait un matin le téléphone, l'après-midi il faisait la réception du public, un autre matin il faisait la réception du public, l'après-midi le téléphone, et ça permettait qu'à tout moment, à n'importe qui, on pouvait dire, sous 48 heures, vous pouvez venir ou vous pouvez vous avoir au téléphone. C'était ça le but. Et en même temps d'aménager les conditions de travail de la personne pour qu'elle n'ait pas une journée de téléphone entière, machin, etc. Mais ça, c'était l'antenne
une trentaine de cas. Mais ça, c'était une contrôleuse ou... C'était une contrôleuse que j'avais à l'époque. Hein, et c'était aussi avec une des deux sections où on avait encore une logistique secrétariale qui tenait la route au sens ancien du terme. Parce que moi, j'avais deux secrétaires qui connaissaient le b.a.-ba du code du travail. Ils n'allaient pas te déranger pour donner le taux dans la convention collective des bâtiments de nouvel accord de salaire. Tu vois. Donc c'était elle qui recevait les premiers appels. Tu vois, il n'y avait pas de numéro de renseignement. C'était elle qui recevait l'appel. Et selon ce qu'elle voyait, elle dirigeait vers le renseignement. Tu vois, ou elle gardait pour elle parce qu'elle savait répondre, c'est une question de balle. Ou elles allaient en parler à l'inspecteur au contrôleur en disant c'est une dame, c'est machin, c'est une entreprise que tu connais, ou tu l'as verbalisé à 6 mois à l'entreprise. Voilà. Et ça donnait des... C'était un peu mon... Moi j'avais organisé ça parce que j'avais deux personnes compétentes pour ça. Un peu comme la petite tour de contrôle qui savait diriger, qui savait voir, qui savait faire des rapprochements entre les autres. Ça c'était en site détaché. Quand le site détaché s'est perdu, je me suis retrouvé dans un site où on était à l'époque 10, puis 12, puis après 15 sections, avec un service de renseignement au rez-de-chaussée, comme dit, où à une époque on recevait, et puis après on avait le téléphone également. Puis après, on recevait plus, on prenait juste le téléphone, puis après, on a envoyé. Enfin, bref, ça s'est délité au fur et à mesure des années. Mais il n'y avait toujours pas de rendez-vous. Non. Des gens qui arrivaient, ils étaient reçus. Non, alors, quelqu'un qui arrivait, si tu veux. Non, il devait arriver aux bons horaires, parce que pareil, tu veux, le truc était limité, vraiment. Les gens pouvaient arriver, mais c'était très limité. Les plages horaires, ça devait être 3-4 heures de rendez-vous. Et ça répondait par contre beaucoup, parce que c'était le monde moderne, à des mails, ça répondait beaucoup sur téléphone, etc. Mais ça gardait toujours, enfin, au-delà de de la dimension des choses, toujours la même problématique. Moi j'ai eu avec ces services de renseignement, c'est qu'ils n'étaient pas assez proches, comme dans ma première expérience de cette section détachée. Ils n'étaient pas assez proches de la section. Et donc, il n'y avait pas de communication en tant que telle. Et donc, moi, j'aurais aimé, comme c'était le cas lorsque j'étais sur des sections détachées, que le service de renseignement reçoit un type qui vient dire, comme nous en section, écoutez, mon patron n'est pas gentil, il m'a licencié, machin. Puis, vous savez, en plus, après m'avoir fait travailler sur une machine, c'était bonjour d'atterrement. Quand quelqu'un avait fait un peu de l'inspection du travail, il notait, il y a peut-être une machine dangereuse à tel endroit, et puis il était pris l'inspecteur. Bon, j'avais jamais eu ça. Toujours une difficulté, tu vas traiter ça. Et la deuxième difficulté avec des services de renseignement loin, si je puis dire, c'est que leur champ d'action était toujours discutable, machin. Je fais l'individuel, non, je ne fais pas l'individuel, on ne sait plus trop. J'avais des inspecteurs, des collègues, qui disaient, moi, je ne prends pas un appel, je ne prends pas une visite pour me parler d'un cas individuel. Ça, c'est le service de renseignement. Moi je disais que j'étais le bébé avec l'eau du bain, quoi, parce que ça prend beaucoup, le cas individualiste t'emmerde dans certains cas. Mais tu peux apprendre un tas de choses, tu vois, je me prends un nombre d'affaires que j'ai faites comme ça, avec des coups de téléphone en renseignement. 3 coups de téléphone sur 3 semaines suivantes, et tu apprends ça, et tu finis par dire, ah, il se passe ça. Mais donc certains disaient ça. Et donc les gens du renseignement, pareil, non, moi je prends le cas individuel, mais quand c'est un délégué du personnel, non, je ne le prends plus parce que c'est important. Donc on a toujours ces difficultés, tu vois, de fournir parce qu'on était trop loin. Quand j'avais le petit service un peu qui me rendait service pour 2 sections comme ça, un peu organisées comme ça, on traversait le couloir et c'était très facile de savoir où on allait. Et surtout, il y avait le lien. Il y avait le lien avec la section, le lien que tu fais toi quand tu es en direct. Moi j'ai toujours dit que si on nous dit faites tel secteur, et tout ce qui arrive ce secteur-là, vous l'envoyez chez monsieur Machin. Parce que monsieur Machin, au bout de 2-3 ans, il ne connaît pas quand même. Il n'y a pas de déperdition d'informations, tu comprends? C'est ça que je trouve plus performant, c'est qu'au point de vue collectif, s'il fallait travailler sur une section de Rungis, une section de Villefranche-sur-Saône et une section d'Évry, en même temps, on n'était pas toujours très bon. On a réussi comme ça, je les coups, mais sur le local, si tu voulais te donner la peine, tout ce qui est arrivé de Rungis pendant 25 ans quasiment que j'ai fait à Rungis, c'est chez moi. Et je te dis parce que tu arrives à apprendre. Je te dis parce que... Et à deviner même. Oh, j'ai une mise à pied l'autre jour, oui, c'est pas juste, machin là, écoutez,